Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons le projet de GCO de Strasbourg en Alsace. GCO pour Grand Contournement Ouest. Un projet qui, comme nous le verrons, présente de nombreuses similitudes avec celui désormais abandonné d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Sauf qu'il s'agit là d'une autoroute. Nous sommes avec le maire de Kolbsheim, une petite commune du Bas-Rhin à quelques kilomètres à l'ouest de Strasbourg, directement concernée par le projet de GCO. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Dany Karcher, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir ici dans votre bureau de mairie à Kolbsheim, où nous avons précisément, Dany Karcher, une carte sous les yeux. De manière très pédagogique et un exercice radiophonique compliqué, quel est actuellement le projet, concrètement, sur le terrain, sur la carte, ce projet de grand contournement ouest de Strasbourg, Dany Karcher? Alors effectivement, exercice difficile. Et il est vrai que l'autoroute actuellement passe très proche de Strasbourg. Le contournement ouest, qui est un projet quand même qui a pas loin de 50 ans, il faut le dire aussi, doit relier au sud Innenheim, au nord à Wendenheim, en contournant toute l'Eurométropole de Strasbourg. Il faut dire que cette autoroute a 2 fois 2 voies, à péage, qui est prévue à péage. Ce sera la seule aussi, il faut peut-être le préciser, en Alsace. Cette autoroute, on la vend aux Alsaciens pour désengorger Strasbourg, c'est-à-dire on ne passera plus tout près de Strasbourg. Est-ce que c'est faux, Dany Karcher, si je présente le projet de grand contournement ouest de Strasbourg un peu comme un immense périphérique qui vient se greffer au nord à Strasbourg et qui rejoint grosso modo le sud-ouest, un peu sous forme, si on regarde la carte, un peu sous la forme d'une espèce de périphérique? Oui, écoutez, c'est la crainte. Parce qu'effectivement, mais ce n'est dit nulle part. Il faut dire qu'on vend ce projet comme devant désengorger Strasbourg. Dans le mental des Alsaciens, c'est ça qu'on retient. Donc par ricochet aussi diminuer la pollution à Strasbourg, qui est réelle. Les encombrements, l'engorgement est réel aussi, mais ce qu'on a du mal, ou ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ce qui bouche Strasbourg, c'est les gens qui vont à Strasbourg, ce sont les gens qui vont dans l'Eurométropole. On peut peut-être juste rappeler un chiffre, c'est que plus de la moitié, 54% pour être précis, des emplois de tout le Bas-Rhin sont dans l'Eurométropole de Strasbourg, et quand Strasbourg est engorgé le matin et le soir aux heures de pointe, les jours ouvrables, c'est bien parce que les gens veulent aller travailler dans l'Eurométropole. Ce contournement dont nous parlons n'absorbera que très peu de trafic, que quelques pourcents, on parle de moins de 4%. D'ailleurs, on le voit très nettement sur la carte, où on voit que c'est un axe nord-sud. Or, évidemment, Strasbourg adossé au Rhin, si je vous suis bien, Dany Karcher, évidemment, la population qui vient travailler sur l'Eurométropole vient plutôt de l'axe ouest-est. Tout à fait. Donc, sur la carte, on voit bien que cet Absolument. argument, a priori, Oui. si je vous suis, Oui. si je vous écoute et si je vous crois, n'a aucun impact. Alors, d'où vient cet argument, d'une part, de la pollution, du désengorgement, et si ce n'est pas fait pour désengorger Strasbourg, quel est l'objectif réel de ce projet de grand contournement ouest de Strasbourg, le GCO? Alors, la route étant à l'origine au niveau de Strasbourg, on sait à peu près de 50% de la pollution. Rajouter une route, je ne sais pas comment on peut justifier diminuer la pollution. Il faudrait demander aux médecins, aux cardiologues, aux gens qui s'occupent de la qualité de l'air. Je pense qu'ils sauront mieux vous expliquer que moi. Je me suis déjà demandé s'il ne faudrait pas enfermer les personnes qui prêchent des choses comme ça pour protéger justement les citoyens. Par contre, l'intérêt réel, c'est qu'il faut s'élever un petit peu et regarder plus loin que Strasbourg. Quand vous dites s'élever un peu, Dany Karcher, c'est en hauteur.
en hauteur et regarder une carte européenne. Absolument, tout à fait. C'est-à-dire aller au-delà de l'Alsace. L'Alsace n'est pas étanche, ni au nord ni au sud. Et notamment au nord, cette autoroute qui traverse l'Alsace débouche après Lauterbourg sur une petite route champêtre qui traverse une forêt qui s'appelle le Binwald et que des amis allemands essayent de défendre là-bas aussi contre une autoroute. Et donc il manque là-bas aussi, je crois qu'une douzaine ou une quinzaine de kilomètres pour relier notre autoroute au système autoroutier allemand, venant d'une part du Benelux et d'autre part autour de Karlsruhe. Donc ce qui fait que tout ce qui vient du nord, de nord et est de l'Allemagne ainsi que du Benelux pourrait déferler sur l'Alsace et emprunter un raccourci moins cher, puisque en Allemagne, avec l'éco-redevance, ils payent sur toute la longueur. Ici, on ne payera que sur 24 km pour traverser l'Alsace. Et j'ai envie de dire que le pompon, ce sera que plus le camion sera polluant, plus il aura intérêt à passer en Alsace, puisque le tarif sera le même, alors qu'en Alsace, en Allemagne, il sera taxé en fonction de son degré de pollution. Si effectivement on garde cette altitude en hauteur et qu'on regarde le schéma autoroutier européen, Dany Karcher, on s'aperçoit que finalement Strasbourg est un petit nœud, un petit verrou qu'il suffirait de faire sauter. C'est un peu ça le projet de GCO. Absolument, les Allemands ont ça à l'œil et ils l'ont déjà dit très clairement que la forêt du Binwald aujourd'hui est épargnée de toute autoroute parce qu'il y aurait ils appellent ça un Verkehrskollaps, c'est-à-dire voilà, ça va bouchonner, on ne pourra plus passer à Strasbourg. Et donc ils attendent le contournement de Strasbourg pour faire sauter ensuite un deuxième maillon qui sera là-bas et qui ouvrira un vrai axe nord-sud, c'est-à-dire relier les ports du nord aux ports du sud. Et c'est le vrai enjeu. Et d'ailleurs l'entreprise concessionnaire le dit aujourd'hui et l'écrit très clairement, ce que nos grands élus n'osent pas dire. Et j'ai envie de dire, nous leur demandons tout simplement, ne mentez pas aux Alsaciens, dites-leur la vérité, dites-leur à quoi ça doit réellement servir, puisque comme vous, qui venez d'arriver et qui en une dizaine de minutes avez compris le problème, les Alsaciens aussi peuvent comprendre que voilà, la traversée, ce n'est pas le nord-sud, mais le est-ouest qui bloque Strasbourg. Et le maire de Strasbourg, il fut un temps, l'expliquait très très bien. Alors quand vous parlez d'entreprise concessionnaire, j'imagine que vous parlez de la société Vinci. Néanmoins, Dany Karcher, vous évoquiez les difficultés réelles d'encombrement de Strasbourg. À défaut de GCO, dont on a bien compris que ce n'est absolument pas l'intérêt, comment résoudre ce problème ? Oui, alors il existe toute une panoplie, je dirais, de solutions. Soit vous avez un problème de flux, donc soit vous agrandissez le tuyau, c'est-à-dire que vous allez élargir ce qui existe déjà pour que ça se passe mieux. Je vous rassure, ce n'est pas ce que j'ai proposé. Ou alors vous essayez d'éviter qu'il y en ait autant et vous essayez de faire comme qu'il y en ait moins. Donc pour qu'il y en ait moins, il existe un certain nombre de solutions. C'est bien sûr les transports en commun qui restent à être multipliés, même si sur Strasbourg, il y a des choses qui fonctionnent très bien en termes de tram notamment. Il faudrait juste qu'il aille peut-être un petit peu plus loin. J'ai envie de dire de l'autre côté des bouchons, au niveau du tracé du GCO, pour que les gens puissent prendre d'autres solutions. Une deuxième solution évidente et qui fait consensus, où tout le monde est d'accord, c'est de mettre en place l'éco-redevance, comme nos amis allemands, et qui pourrait décourager un certain nombre de poids lourds de venir et de traverser Strasbourg. Sur les poids lourds, il faut bien sûr savoir que Strasbourg, tout le business du Bas-Rhin étant dans l'Eurométropole, ça veut dire qu'il y a des besoins des poids lourds. Et une étude de la Chambre de commerce et d'industrie montre que les 2/3 des poids lourds ont à faire dans l'Eurométropole, et donc ils seront toujours là, avec ou sans contournement ouest de Strasbourg. Et après, il y a toutes les solutions pour que les gens ne soient pas tous les jours aux heures de pointe seuls dans leur véhicule. C'est ce qu'on appelle l'autosolisme, et où vous faites un tout petit calcul. Si chacun laisse sa voiture chez lui une journée par semaine, ça fait 20% de voitures en moins
sur la route. Et dernière chose, il y a aussi un problème de cisaillement. Nous parlions de nord-sud et d'est-ouest. Et une étude montre qu'en fait, ce qu'il faudrait surtout, c'est défaire le plat de nouilles que ça représente en termes de flux à Strasbourg. Les gens d'est-ouest qui croisent ceux du nord-sud et qui créent les ralentissements et les bouchons. Donc il faudrait que les flux pendulaires, est-ouest, puissent passer sous la route ou sur la route, mais en aucun cas sur la route actuelle. Vous disiez tout à l'heure, Dany Karcher, que nous étions capables en quelques minutes de comprendre la situation. Comment se fait-il dans ces conditions que les Alsaciens, en particulier les grands élus, n'accèdent pas à cette compréhension relativement simple malgré tout? Je pense déjà que les grands élus ont beaucoup moins de temps à consacrer, à rentrer dans les dossiers et à chercher les chiffres. Donc, dans toutes les études qu'on leur donne, ils se concentrent sur les conclusions. Et donc, les conclusions sont pilotées par les études qui font des conclusions. Je crois que ça s'appelle les lobbies. Et c'est une réalité. Je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Et voilà, donc on leur promet moult choses et eux aussi, je pense qu'il y a aussi des enjeux électoraux. On essaye par ce contournement, même si on a compris qu'il ne servira à rien, je crois qu'il y a des signes pour dire aux électeurs strasbourgeois, nous faisons quelque chose pour Strasbourg et pour la pollution et pour l'engorgement de Strasbourg, même si on sait que ça ne sert à rien. J'aime mes parents, j'aime mes enfants, c'est bien pensant. J'aime pas la guerre, ni la misère, c'est énervant. Tu trouves ça peut-être politiquement correct, mais moi je t'emmerde. Je ne suis pas raciste, je suis droit de l'homiste, je porte pas de fourrure. Je ne regrette pas la guillotine, je ne suis pas misogyne, je trie mes ordures. Je suis, je le répète, politiquement correct, mais moi je t'emmerde. Je n'ai rien contre les mosquées, je ne me sens pas menacé par les minarets. Je ne crois pas que les homos ne sont pas normaux, forcément coquets. Je suis une tapette, politiquement correcte, et moi je t'emmerde. Victime de la pensée unique, je suis, je l'avoue, laïque pendant que j'y pense. Je précise que je ne crois pas qu'il y ait trop de juifs dans les médias ou la finance. Je risque de te paraître politiquement correct, et moi je t'emmerde. Ça va te sembler démagogue, mais je déconseille la drogue, même aux mineurs. Je ne milite pas, tiens-toi bien, pour l'extinction des dauphins, je veux pas qu'ils meurent. Tu trouves ça naïf et bête, politiquement correct, et moi je t'emmerde. Je ne parle pas à la concierge, ni à la femme de ménage, comme à des chiennes. Il faut respecter tous les gens, je l'enseigne à mes enfants pour qu'ils deviennent un jour comme je le souhaite, politiquement correct, et on t'emmerde. Nous sommes toujours avec le maire de Kolbsheim, une commune de 940 habitants à l'ouest de Strasbourg, une dizaine de kilomètres. Dany Karcher pour évoquer ce projet de grand contournement ouest. Alors on a toujours la carte sous les yeux qui est très représentative de la problématique, où on s'aperçoit que finalement, pour les gens qui sont concernés par le fait d'aller travailler à Strasbourg, on leur offre tout simplement le choix du bouchon. Oui, tout à fait. Et ils auront le droit de
de payer pour cela. En arrivant du nord, vous voulez éviter le bouchon, vous allez sur le GCO, vous payez une première fois. Vous essayez de rentrer par l'ouest, ce sera bouchonné. Donc vous payez une deuxième fois pour aller jusqu'au sud. Et après, vous n'avez plus le choix, mais ça sera toujours bouchonné. Deuxième évidence qui saute aux yeux, c'est que cette espèce de gros périphériques, comme on les voit dans les grandes villes, à commencer par Paris, on voit bien que Strasbourg est hyper urbanisé, qu'il reste des terres que d'aucuns vont qualifier de terrain libre, et que vu d'en haut, vu de la carte, on se dit, mais dans toute logique, tout ça va être urbanisé, non ? Oui, tout à fait. Alors on nous parle déjà sur la traversée de Strasbourg, si le GCO devait se faire, ce contournement, de transformer en boulevard urbain la traversée de Strasbourg, ce qui permettrait de récupérer un certain nombre de hectares de terre pour faire de l'urbanisme juste à côté d'une route qui ne sera pas désengorgée, il faut le dire aussi. Ensuite, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des trous, si l'on peut dire, plus on s'éloigne en allant vers le GCO. Et c'est vrai que ce projet, c'est une de nos craintes d'ailleurs, pourrait être tout simplement l'objectif de devenir le périphérique de Strasbourg. Ça ressemble tout à fait à ça. Et je crois que sur la carte, on le voit très bien aussi. Dany Karcher, on comprend vraiment beaucoup mieux les choses lorsque on regarde simplement cette carte autour de Strasbourg. Et puis évidemment Kolbsheim, dont vous êtes le maire, directement impacté, mais avec d'autres bien sûr, avec ce projet. On commence à faire le parallèle entre le projet de grand contournement ouest de Strasbourg et Notre-Dame-des-Landes. Moi je vois 3 points communs. Le premier, c'est l'antériorité du projet, plus de 50 ans pour les deux cas. Le fait que ce soit la même société concessionnaire qui serait concernée, Vinci pour ne pas la nommer, et puis des erreurs de prévision. Oui, tout à fait. Alors, je ne connais pas tout ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, mais effectivement, sur les prévisions, il faut savoir, et sur l'antériorité, c'est que ce projet, il a une 50aine d'années. J'étais adolescent. Je vais avoir 62 ans pour vos auditeurs. Donc j'étais adolescent quand mon père, dans les champs, me parlait d'une route qui devait sortir de la forêt à côté de chez nous, un jour qu'on parle de cette route. En fermant la parenthèse, il l'aurait fait à l'époque, je crois que personne n'aurait rien dit, mais je crois qu'on a changé de paradigme, je crois qu'on a changé normalement de logiciel. Personne n'aurait rien dit parce que c'était dans le sens du progrès de l'époque. Tout à fait. Ben, je veux dire, voilà, c'était les années, j'allais dire, Pompidou, quoi. Hein, je veux dire, et on a quand même, il y a eu un Grenelle de l'environnement entre-temps. On a un ministre de l'écologie qui, voilà, n'arrête pas de nous dire que, voilà, que c'est ici, c'est maintenant. Et voilà, sauf que là, on a comme priorité un projet qui est vraiment à contresens ou à contre-courant de l'histoire. Il faut dire aussi qu'il y a 50 ans, dans le document d'urbanisme qui présentait ce projet, on parlait de l'optique d'un grand Strasbourg à 1 million d'habitants. Notons simplement qu'aujourd'hui, en 2018, l'Eurométropole de Strasbourg, ce n'est même pas la moitié. Est-ce que, alors je reprends votre formule, Dany Karcher, un projet à contre-courant, est-ce que précisément, et vous citiez à l'instant Nicolas Hulot, ce n'est pas l'occasion, ça ne pourrait pas être l'occasion, Strasbourg précisément, d'être un laboratoire de mobilité durable? On parle aussi d'effondrement de la biodiversité. Est-ce que ce ne serait pas là l'occasion de chercher d'autres voies que le béton? Il y a de très bonnes idées aujourd'hui à Strasbourg et à l'Eurométropole qui lancent d'ailleurs un plan mobilité, et mobilité durable, un Grenelle des mobilités où on trouve un kit complet de solutions tout à fait vertueuses, mais dans laquelle on cache un vilain petit canard qui est une autoroute. Et c'est la priorité des priorités, c'est ce qu'il faut faire avant tout le reste. Et je crois que le contre-courant, il est là. On commence par la solution la plus bête, alors que toutes les autres pourraient effectivement diminuer les flux vers Strasbourg. Alors que là, en faisant une route, en fait, ça veut dire qu'on donne un signe comme quoi on va encourager tout ce qui est routier, que ce soit les personnes ou que ce soit les marchandises. Dany Karcher, néanmoins la résistance s'organise, alors à moindre échelle que Notre-Dame-des-Landes, néanmoins, il y a également une ZAD, une zone à défendre, à Kolbsheim. On y va? On y va. Durablement vôtre, Éric Mutschler.
Dany Karcher, on vient d'arriver ici sur la ZAD de Colpsheim, cette zone à défendre, et on est au milieu des bois. Dans une clairière, et vous allez rencontrer dans quelques instants un groupe de personnages qui, je dois dire, s'ils n'avaient pas été là, la forêt dont vous parlez, elle ne serait plus là. Elle aurait été coupée. Alors même que les travaux, évidemment, ne sont pas autorisés encore. Alors, il y avait une autorisation pour des travaux préparatoires. Théoriquement, il s'agissait de sonder 5% de la surface, mais on ne coupe pas une forêt pour des travaux préparatoires. Je veux dire, en tant que maire, je ne peux pas admettre une telle chose. Voilà, on est donc dans cette ZAD de Colpsheim, cette zone à défendre, clairière, les oiseaux chantent, le soleil brille, il y a des poules aussi, il y a des cabanes en bois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, un des occupants de cette ZAD. J'ai envie de poser la question assez directement. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous là? Alors, pour un peu me présenter vite fait, je me considère comme étant... Je suis juste un jeune qui a des valeurs, notamment l'écologie. Je suis issu Enfin, je suis juste quelqu'un comme tout le monde. J'ai fait un parcours scolaire, un bac pro que j'ai obtenu, j'ai été à l'école, machin. Et ce qui me fait venir ici, c'est l'urgence qu'il y a pour lutter contre un projet mortifère et inutile. Et que si je viens là, c'est aussi justement pour vivre une expérience sociale qui est très riche, où essayer d'apprendre à vivre ensemble, à se respecter mutuellement les uns les autres avec tous les habitants du lieu, essayer d'avoir un mode de vie qui est plus respectueux de toute la vie en général, donc c'est-à-dire déjà à commencer par les êtres humains qui vivent sur cette zone, et aussi juste tous les êtres vivants qui sont présents sur cette zone, c'est-à-dire les arbres, les animaux, et vraiment ce qui se vit là est très intense, et moi j'adore ça, et c'est le cas de tous les gens qui sont là, sinon ils seraient pas là. Enfin, les gens qui sont là sont des locaux, viennent d'un peu partout? Et ben justement ça vient d'un peu partout, parce que c'est des gens, voilà, on a un idéal de vie qui n'est pas du tout représenté dans notre monde aujourd'hui. Et nous sommes juste des gens qui prenons le respect, la solidarité, que des bonnes valeurs comme ça qui, je trouve, se perdent dans notre monde aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là. Et voilà, c'est un lieu ouvert, contrairement à ce qu'on peut voir dans les médias classiques qui renvoient une image de peur vis-à-vis de nous, alors que nous sommes juste des jeunes qui avons envie de vivre, de respecter la vie, et voilà. On gagne à vous rencontrer. En même temps, on pourrait imaginer que avec les valeurs que vous prenez, vous puissiez... ça me fait un peu penser au Larzac en d'autres temps. Hein. On pourrait imaginer que vous vous engagez davantage dans d'autres projets aussi à dimension professionnelle. Hein. Je pense bien sûr à l'agriculture biologique, à la vie communautaire. Pourquoi ce choix est plutôt qu'un autre? Eh bien justement, c'est parce qu'il y a urgence que je pense, moi, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'autres gens ici, on aimerait bien pouvoir être ailleurs, à faire notre projet, si on peut dire individuel. Des projets, on en a tous, des projets individuels pour notre vie personnelle, on en a tous, mais ce qui nous fait venir là, c'est que justement, il y a urgence, que si on n'est pas là, et ben, le projet se fait, et que, voilà, à force que des projets comme ça se fassent de plus en plus, et ça laisse de moins en moins de liberté et d'espace pour des gens comme nous de créer des projets individuels, que ce soit d'agriculture ou peu importe. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait qu'on est là, quoi. Que vraiment il y a urgence. Comment est-ce que vous êtes accueillis par la population de Colpsheim? Comment ça se passe, la relation? On est tout près du village. Eh ben, moi personnellement, j'ai vu beaucoup d'autres ZAD, et ici, je suis étonné de voir que on est plutôt bien accueillis. Et justement, parce que je pense ce qui fait qu'on est bien accueillis, c'est que justement les gens viennent voir par eux-mêmes qui on est et ne se fient pas à la description qu'ils peuvent en voir à la télé, dans les médias classiques, et que justement ils s'aperçoivent que nous sommes juste des gens, on est des gens sympas, ouverts, généreux,
et que ils se sentent directement concernés par le projet aussi, qu'ils n'ont pas envie d'avoir une autoroute juste en face de chez eux, surtout que ça amènerait pollution, destruction, alors que c'est quelque chose qui n'est pas utile. Donc on est plutôt bien reçu par la population ici, et c'est vraiment très agréable. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, merci beaucoup. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. Nous sommes toujours à Kolbsheim, cette petite commune alsacienne à l'ouest de Strasbourg, directement concernée par le projet de GCO, le Grand Contournement Ouest. Et nous sommes ici avec les zadistes de la ZAD, de la zone à défendre de Kolbsheim, dans cette clairière, à proximité immédiate, cette forêt dont le maire, Dany Karcher, nous a bien expliqué que c'est grâce aux zadistes qu'elle est toujours là. Avec nous, Claire, bonjour. Bonjour. Claire, on peut être surpris, qui ne le serait pas, par le contraste assez immédiat entre l'environnement de la ZAD et puis ce village alsacien de Kolbsheim, très caractéristique aux maisons propres, aux trottoirs très propres. C'est souvent un reproche que l'on fait aux zadistes. On peut nous avoir déjà fait ce reproche justement des locaux, mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans le même contexte. Justement, on n'a pas déjà une maison, tout simplement. On vit dans des infrastructures qu'on a construites nous-mêmes. Alors avec les moyens du bord, avec des matériaux de récupération et le savoir-faire du bord aussi, parce qu'on n'est pas tous architectes. Et on avait du mal à se projeter dans l'avenir, donc on doit faire avec nos habitations. On n'a pas l'eau courante directement sous la main, donc oui, bien sûr, nous on a de la vaisselle dehors dans des bassines, mais en même temps on doit aller la chercher, l'eau on doit la changer, donc c'est pas comme quand on ouvre le robinet chez soi, tout est propre, tout a une place. Après on est nombreux et les personnes, c'est pas les 20 mêmes personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui sont... Donc en fait il y a des gens qui vont, qui viennent, on n'a pas tous nos repères, donc tout ça c'est pas aussi facile à organiser que deux personnes qui vivent chez elles avec leurs habitudes et les infrastructures appropriées.
Voilà. Cette image que l'on tente de coller aux zadistes, c'est évidemment une recherche stratégique volontaire. Hein. Est-ce que vous ne prêtez pas néanmoins le flanc à ces critiques ? Ça après, ouais, je sais pas vraiment quoi dire. Je pense que déjà les gens qui viennent nous voir, leur avis peut changer et qu'après quand on veut critiquer, c'est facile de critiquer. On trouve toujours quelque chose à dire sur quelqu'un, qu'on soit zadiste ou non en fait. Donc on voit ce qu'on veut voir. Les médias, ils jouent leur rôle, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont libres aussi de montrer. On montre que ce qui fait du bruit, donc ce qui fait du bruit c'est la violence. Si après il y avait des reportages qui étaient faits plus souvent sur les belles initiatives qui sont prises, il y aurait peut-être moins aussi cette image-là, quoi. Nous, on est pour l'instant dans un contexte où tout va assez bien, on va dire. C'est sûr que le jour où on va se faire, les rouleaux compresseurs vont arriver et les tanks ou autres, on va pas leur jeter des fleurs. Du coup, forcément... Vous êtes prêt à aller jusqu'où ? Déjà, on a été prêt à passer des mois de notre vie ici. Donc déjà, en fait, ça c'est déjà fait. C'est déjà beaucoup. Et plus l'investissement il est grand pour chacun d'avoir été là, plus forcément quand on va être au pied du mur, ça va être dur. On ne peut pas savoir dans l'émotion comment chacun va réagir, mais on est de toute façon là pour empêcher les travaux. Alors plus on peut le faire en amont, moins ce sera violent, mais plus on nous pousse, plus il faudra quand même qu'on joue notre rôle et plus ce sera dur, plus ce sera malheureusement. Personne n'a envie d'aller loin en fait, on préférait que ça s'arrête tout de suite. Voilà. Après, je peux pas dire chacun ce qu'il va faire au moment. Même moi, je sais pas de quoi je serais capable si maintenant on me met dans un état où je vais voir la forêt se faire raser, où je vais voir les habitants pleurer, où je vais voir. Je sais pas ce que je vais faire à ce moment-là, en sachant que ça fait presque 1 an que je suis là pour que ça ne se passe pas, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour amplifier cette prise de conscience ? Nous avons passé quelques dizaines de minutes avec Dany Karcher, avec un plan sous les yeux. On comprend très vite les enjeux, les mensonges aussi, les tentatives d'intoxication. Vous êtes ici sur le terrain avec d'autres zadistes. Claire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette prise de conscience devienne plus générale ? Premièrement, je dirais stopper la désinformation. Il y a trop de locaux qui ne sont pas au courant en fait que tout simplement cette autoroute va réellement servir à rien. J'aimerais que ce soit assumé parce que les gens qui sont pour l'autoroute le savent. Si on lit maintenant l'explication de pourquoi est fait l'autoroute, à aucun endroit c'est dit supprimer les bouchons. Mais il y a eu une fausse pub qui a été faite il y a des années sur ça et les gens le croient encore. Donc c'est normal qu'ils soient pour. Moi aussi je suis contre les bouchons. Si on me disait que ça marchait, je serais contre aussi. Donc j'aimerais déjà que les réels médias, j'en sais rien, même JC Déco, tous les trucs qu'on voit partout en ville, la CCI qui ont des moyens de communication énormes disent la vérité. Et si les gens savaient déjà, ils diraient stop, vraiment, et on aurait plus de poids. Merci en tout cas pour votre accueil ici sur la ZAD de Kolbsheim. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Changement de contexte avec vous, André Bunchenbach, bonjour. Bonjour. André Bunchenbach, vous êtes la présidente du Parti autonomiste alsacien, un des rares partis politiques à s'opposer à ce projet de grand contournement ouest de Strasbourg, le GCO. Quels sont vos arguments ? Alors, notre parti, qui s'appelle Unser Land, est bien sûr attaché à notre Land dans toutes ses composantes, y compris la composante écologique. Comment se traduit Unser Land pour les non-alsaciens, André Bunchenbach ? Donc, Unser Land, c'est notre terre, au sens physique, la terre, le sol, Déméter. Et c'est aussi le sens politique, administratif, un Land à la façon des Länder allemands, donc un territoire autonome et avec un pouvoir décisionnel. C'est à quoi nous aspirons dans le cadre de notre combat politique. Et donc, Unser Land, notre terre, elle est menacée de perdre encore plus de 400 hectares de bonnes terres agricoles au profit de cette autoroute dont on sait qu'elle est inutile et qu'elle sera néfaste pour la vie ici, pour la biodiversité, mais aussi pour l'évolution de l'Alsace. On est une des régions qui s'artificialise le plus, où régulièrement des zones entières disparaissent ou des lotissements, parce qu'il y a vraiment une extension urbaine sous des lotissements artisanaux, sous différents équipements,
alors que c'est une terre qui a une vocation agricole, elle est particulièrement riche et fertile. Pour autant, André Münchenbach, les Alsaciens ne semblent pas convaincus de l'inutilité de ce projet. Les Alsaciens se laissent endormir par les discours politiques qui mettent en rapport ce GCO avec le règlement du problème des encombrements, des quelques encombrements qu'il y a sur l'autoroute qui traverse Strasbourg, alors que ces encombrements, ils sont liés à la circulation pendulaire, les gens qui viennent travailler ou qui retournent du travail et qui ne seront jamais intéressés par une route qui contourne la ville à laquelle ils veulent accéder. Est-ce qu'il y a une culture alsacienne spécifique à l'acceptation, peut-être sans doute liée à son histoire? Est-ce qu'on peut imaginer une résistance aussi forte contre le GCO parce que c'est en Alsace, comme on l'a vu Notre-Dame-des-Landes par exemple? Est-ce qu'il y a une passivité inhérente à la culture alsacienne du fait de son histoire, André Münchenbach? Alors, je ne sais pas si c'est lié à quoi c'est lié, si c'est lié à l'histoire, au climat, mais sans doute que les Alsaciens sont assez respectueux des décisions qui sont prises par les autorités et on aurait tendance à croire ce qu'on leur dit, à se soumettre. C'est malheureux. Je ne sais pas, j'ose espérer quand même que chez nos Alsaciens, il y a aussi le sens le discernement qui peut se réveiller et puis la réflexion critique. Et puis que peut-être pas cette paresse qui consiste à admettre le premier argument qui passe, alors que si on réfléchit un petit peu, et c'est ce qu'on a fait, nous avec mon compagnon, on a compté un petit peu le temps qu'on mettait à toute heure de la journée, et c'est vrai que hormis en cas d'accident, le pire ça a été un quart d'heure pour joindre le nord au sud de l'Eurométropole, enfin de la Vigie jusqu'au Wacken par exemple, et alors que le meilleur temps c'est 5-6 minutes. Bon, André Münchenbach, ça ne justifie pas qu'on construise une nouvelle autoroute. Voilà. Dernière question, l'Alsace est actuellement engagée dans un processus de réflexion vers une nouvelle collectivité à statut éventuellement particulier. Peut-il imaginer que ça change quelque chose quant à l'existence ou l'avenir de ce projet de grand contournement ouest de Strasbourg ? Je pense qu'effectivement, il faut arriver à ce statut particulier, avoir un pouvoir décisionnel local, mais ça ne suffira pas si on ne change pas le personnel politique. Parce que les décideurs politiques alsaciens, ils sont malheureusement favorables à ce GCO, favorables aux arguments de Vinci et des industries du bâtiment, du BTP. Et donc il faut un statut particulier, mais à nouveau un regard différent sur les problématiques locales. Merci André Münchenbach. Merci à vous. Wind Nordoststadtbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleier staubt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, seh die Wolken sie erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regen drauf verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur vom Fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen darunter verborgen und dann will was uns gruseln. Dany Karcher, vous êtes le maire de Kolbsheim, c'est à l'ouest de Strasbourg, une commune directement impactée par le projet de grand contournement ouest. C'est votre 3e mandat. Vous êtes également conseiller communautaire de l'Eurométropole de Strasbourg. Quelle est votre motivation dans cet engagement citoyen ? Voilà. Alors dans les engagements citoyens, vous pouvez effectivement classer les gens en différentes catégories. Il y a bien sûr les défenseurs de l'environnement pur et dur que j'ai découvert depuis mon premier mandat au fur et à mesure et que je rejoins de plus en plus dans les idées. Vous avez des gens, il en existe, il faut bien l'avouer, ce qu'on appelle des NIMBY, c'est-à-dire des gens qui sont dans le combat parce que ça passe chez eux, ça existe aussi. Je serais personnellement plutôt dans la partie sur le sens, sur les objectifs. C'est un projet qui ne remplit pas les fonctions qu'on essaye de nous faire croire qu'il doit remplir. Et là, je me prends une légitimité qui est celle de ma profession, puisque je suis enseignant à l'Université de Strasbourg et je suis dans un département où on parle de qualité et de logistique industrielle. Et donc voilà, je suis un enseignant en logistique industrielle, en organisation, en performance des entreprises. Donc je veux dire, je me sens tout à fait légitime et prêt à discuter avec qui veut sur tout ce qui est attrait au flux, qu'il soit routier ou pas. Et donc c'est par cet angle que personnellement j'ai découvert que en fait ce projet ne résout rien. En réfléchissant dans un premier temps, je précise aussi que je n'étais pas contre lorsque je l'ai découvert. Je suis devenu opposant, je n'étais pas. J'avais dit à l'époque que nous n'applaudirions pas, mais qu'il n'y aurait pas de résistance à Kolbsheim. Moi aussi, je me suis trompé, vous voyez. Mais c'est en réfléchissant comment est-ce que je vais aller à Strasbourg. Nous aussi, on veut aller à Strasbourg. Comment je vais aller à Strasbourg? Et en regardant la carte, comme nous le faisons ensemble, on s'est dit, mais attends, non, moi, ça va pas. Mais toi, à côté de moi, toi, ça va peut-être t'aider pour aller de l'autre côté. En regardant, non, moi, ça va pas non plus. Et on se rend compte que sur un groupe de 15 personnes, finalement, ça ne sert à personne. Personne ne pourra l'utiliser. Et alors, vous posez la question qui? Et vous commencez à creuser. Et là, honnêtement, le système, j'ai envie de dire ce qu'on appelait à l'époque l'équipement et tous ces services de l'État. À l'époque, en tant que jeune élu, je me disais, mais ces gens-là me doivent des réponses. Et je peux vous dire qu'on ne vous en donnait pas. Rien ne justifiait ce projet. Et on se bat contre ce projet depuis maintenant 2001, pour faire court. Et on se rend compte qu'on se bat contre des moulins. Le seul argument que j'ai toujours en face de moi, c'est qu'il faut le faire. On ne débat pas, on ne justifie pas, il faut le faire. Alors parce que ça diminue la pollution, démonstration, il n'y en a pas. Parce que ça résout les encombrements de Strasbourg, comment? Il n'y a pas de démonstration, etc. Voilà, donc toutes les choses ou les quelques affirmations que j'avais par rapport à vous, voilà, je peux vous les démontrer. Alors ça passe parfois par des chiffres, on n'aime pas toujours, mais ils ont la vie dure et ils sont factuels. Est-ce qu'on n'atteint pas ici aussi, Dany Karcher, une forme de limite de la démocratie? Parce que après tout, mais ça a été aussi le cas sans doute, et certainement même pour la fusion imposée entre bien sûr les 3 ex-régions Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Vous êtes pourtant le maire d'une commune, votre voix devrait être entendue. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi la manifestation d'une forme de déni de démocratie? Alors le déni de démocratie, il ne date pas d'aujourd'hui. Je pourrais vous citer la première enquête publique, l'enquête publique sur ce contournement ouest, où il y a eu dans l'expression des citoyens plus de 80% d'avis défavorables. Parmi les
parmi le petit pourcentage d'avis favorables, c'était surtout les arguments parce que ça va désengorger Strasbourg, parce que ça va permettre de mieux accéder à Strasbourg, alors que le même rapport dit que le désengorgement n'est ni l'enjeu ni l'objectif, il faut le savoir, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport d'enquête. Malgré ça, la commission donne un avis favorable. Le ministre de l'époque était Jean-Hugues Borloo, a beaucoup hésité à signer. Il a signé au dernier moment. La DUP, utilité publique, a été attaquée. Le rapporteur du Conseil d'État a conclu qu'il fallait annuler la DUP. Et pourtant, sur intervention de qui, je ne saurais dire, le Conseil d'État n'a pas suivi l'avis. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Dany Karcher, maire de Kolbsheim, commune directement impactée par le projet de grand contournement ouest de Strasbourg. J'hésite presque à vous demander si vous êtes plutôt coup de cœur ou coup de gueule, mais je vous pose quand même la question. Ah, écoutez, je pense qu'on a le droit d'être tour à tour l'un et l'autre. Je crois que rien n'est binaire dans la vie. Imagine. Donc le coup de gueule aujourd'hui, ce serait plutôt contre la résignation des gens que j'observe autour de moi, même dans le village, où on dit, mais tu vois, un tel ministre a décidé, donc ça va se faire, et qui baisse les bras, alors qu'en fait, au contraire, il faudrait se mobiliser encore plus et montrer qu'ensemble, nous sommes tout et qu'ils sont rien. Et la démonstration, et ça, c'est vraiment... C'est rageant de temps en temps d'observer ça. Et là, hélas, on est un petit peu alsacien. On peut imaginer. En même temps, on voit quand même beaucoup de banderoles ici à Kolbsheim, tous précisément contre le GCO. C'est uniquement un effet d'annonce ou est-ce que c'est une réalité? Oui. Alors je pense qu'à Kolbsheim, c'est très réalité. Voilà, on n'aura pas 100% des gens, je dois avoir quelques citoyens, mais je pense que c'est la très grande majorité quand même qui nous suit dans ce combat, et j'ai régulièrement des gens qui me disent merci, et ça fait réellement chaud au cœur aussi. Même parfois des résignés qui disent mais tu auras quand même montré et tu te seras battu pour nous. Et je veux dire qu'on rencontre aussi dans ce combat est aussi une école de vie, je crois, pour moi, et ça c'est peut-être coup de cœur, à apprendre à connaître des gens sous d'autres angles, les découvrir des engagements, découvrir des convictions chez des gens où on ne l'attend pas toujours, et ça met du baume au cœur. Dany Karcher, au bout de 3 mandats de maire, on sait souvent que les élus sont aussi très souvent de très fins psychologues. À 61 ans, je ne le dévoile pas, vous l'avez dit tout à l'heure, 3e mandat de maire, on apprend encore des choses sur la nature humaine? Tous les jours. C'est le bureau dans lequel on est une école de vie extraordinaire. Les gens n'en sortent pas toujours grandis, mais dans tous les sens du terme, c'est une école de vie. Et malgré tout, vous avez encore cette rage de combattre. Est-ce que vous la partagez, Dany Karcher, avec d'autres élus autour de vous? Est-ce que c'est un combat isolé? Est-ce que vous y croyez encore dans cette résistance citoyenne? Oui, tout à fait. Si je n'y croyais plus, j'aurais déjà arrêté, ou j'aurais déjà... Vous avez pensé? Oui, tout à fait. Je ne vous cacherai pas que c'est... Voilà, on a la niaque de temps en temps, mais je veux dire, il y a aussi des moments plus durs et où on se sent peut-être plus seul, et on se demande, et on se réveille même la nuit en se demandant mais et si tu t'étais trompé, et si c'est eux qui avaient raison. Et après, quand on cherche et qu'on ne voit pas et qu'on ne trouve pas, oui, il y a des moments de même peut-être de désespoir, et puis il y a à nouveau des moments d'espoir. Donc le tout, c'est que les espoirs l'emportent sur l'autre côté. Et voilà, donc on n'est pas tout à fait seul non plus. J'ai d'autres collègues élus qui sont avec moi également et qui sont actifs dans le combat aussi, mais c'est vrai que nous ne représentons qu'une poignée, et je me rends compte qu'il faut habiter proche. Alors souvent on me dit ouais, c'est normal que tu dises tout ça puisque ça passe chez toi. Voilà, personne, je n'ai jamais entendu personne dire oui, mais la CCI par exemple est la pour, Chambre de commerce, ou la Chambre de commerce est pour,
parce que son directeur ou son président et des présidents de commission d'aménagement de territoire font des routes au travail pour ces entreprises-là. Donc ça, j'ai jamais entendu. Donc je voudrais aussi qu'on oublie ça, mais je pense que d'être en premier lieu, ben, je crois que ça fait tout simplement réfléchir, et ce sont ces réflexions que j'essaie généralement de faire partager au plus grand nombre. Est-ce que finalement, Danny Karcher, ce n'est pas tout simplement un manque d'ambition politique de votre part? Je vous pose la question autrement. Si vous aviez des visées électorales au-delà de Colpsheim, peut-être que vous donneriez encore plus de moyens? Alors, manque d'ambition, je ne sais pas trop ce que c'est l'ambition. En fait, mon ambition, tout simplement, c'est de pouvoir avoir autour de moi des gens qui vivent en harmonie ensemble. Et on parle ici d'un projet qui casse l'harmonie. Des projets d'ambition plus lointaine, non. Non, je n'en ressens pas le besoin. Alors, est-ce que c'est pour ça que je peux peut-être m'exprimer plus librement? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pour ça qu'on fait peut-être moins pression sur moi? Je n'en sais rien. Voilà, donc j'ai mes convictions, je les défends. On ne me reprochera pas plus tard, le jour où on demandera mais où tu étais quand ils ont fait ça. Voilà, je pourrais montrer où j'étais et ce que j'ai fait. Merci, Danny Karcher. Ben, merci à vous d'être venu jusqu'ici. Je rappelle que vous êtes le maire de Colpsheim dans le Bas-Rhin, à quelques kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Pour en savoir plus, rendez-vous sur colpsheim.fr et sur gcononmerci.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Politiquement correct par Bruno Nicolini, alias Benabar bien sûr, paru sur l'album Les bénéfices du doute, sorti en 2011. On lâche rien par le groupe lillois HK et les Saltimbanques, paru sur l'album Citoyens du Monde, également sorti en 2011. Et enfin Über den Wolken par le berlinois Reinhard May, paru sur le 33 tours Wie vor Jahr und Tag, sorti en 1974. Reinhard May connu en France sous le nom de Frédéric May, avec notamment cette même chanson en version française intitulée Au-dessus des nuages. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.